Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce panel pour parler accompagnement et financement des startups en Méditerranée. Donc nous sommes aujourd'hui entourés d'experts et d'acteurs de terrain qui sont tous des experts de la région et qui vont pouvoir répondre aux questions nombreuses posées par ce sujet. On va donc avoir un plateau en deux temps. Un premier temps sur l'accompagnement, puisqu'on a la chance d'avoir deux programmes avec nous. D'abord le programme Emerging Mediterranean, qui est donc une déclinaison d'Emerging Valley en Méditerranée, un programme qui accompagne depuis 2 ans maintenant des startups en Mauritanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui la lauréate mauritanienne de ce programme, Mamadia Ghana. Et puis également le programme Saphir. Saphir, qui est un programme qui exerce en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui a commencé déjà depuis 2012 dans sa déclinaison Saphir Lab. Et on aura la chance d'en parler avec deux de nos intervenantes aujourd'hui. Et ensuite, on passera sur un second plateau qui sera, lui, consacré au financement. Comment aujourd'hui faire décoller les startups et les faire passer à l'échelle en Méditerranée. Voilà, vous avez le programme. Sans plus attendre, on va céder la parole à nos intervenantes. Donc, on a aujourd'hui avec nous Carole Awad-Bachour, qui est responsable de projet Pitchworthy et Bloom. On a également Wafa Béchir, qui est cofondatrice de Connectinov, Mamadia Ghana, qui est cofondatrice de Neotic, et Ibtissam Kerjani, qui est responsable de projet Labes. Je commence donc avec vous, Wafa. Vous êtes un véritable pilier de l'écosystème tech tunisien et un des piliers historiques également du programme Emerging Mediterranean. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Connectinov, la structure que vous avez cofondée, vos activités, et puis dans un deuxième temps, nous parler du programme Emerging Mediterranean. Qu'est-ce que ça a été pour vous l'expérience d'accompagner les startups de ce programme? Merci beaucoup Julie, c'est toujours un plaisir donc, de collaborer avec Emerging Valley et Emerging Mediterranean. Donc, je suis Wafa Bchir, cofondatrice de Connectinov, qui est une structure d'accompagnement sur une verticale bien précise, la Health Tech. Donc, nous sommes une structure, donc nous avons plusieurs programmes. Nous avons de la sensibilisation et de la pré-incubation, de l'incubation, de la pré-accélération, et on a rajouté un autre axe qui est la connexion entre écosystèmes innovants et donc événementiels. Et dans ce cadre-là, donc, on collabore avec Emerging Valley, Emerging Mediterranean. Donc, nous, c'est voilà, c'est la spécialité, c'est la Health Tech, parce qu'on a détecté donc de super beaux projets en Tunisie et en Afrique en général, qui ne cherchent qu'à être accompagnés et financés. Donc justement le sujet de ce panel. Et on est heureux de voir que c'est possible en leur offrant donc l'accompagnement qu'il faut, le one-to-one, les écouter, leur montrer le chemin et ouvrir aussi le networking et surtout l'internationalisation qui est une clé donc incontournable de la réussite et du succès d'une start-up et d'un projet. Pour revenir par rapport à Emerging Mediterranean, donc ce fut une superbe expérience, donc d'être mentor, d'être partenaire de ce programme, et j'ai eu le plaisir de coacher entre guillemets. C'était pas vraiment du coaching, mais de discuter, d'échanger avec des porteurs de projets, des startups de la Mauritanie, de la Libye, de l'Algérie, de la Tunisie, et c'est un constat incontournable qu'il y a de super beaux projets donc en Afrique et en Nord-Afrique, et je leur souhaite vraiment que du succès. Merci beaucoup, Wafa. Je me tourne à présent vers vous, Mama. Donc, vous êtes la cofondatrice de Neotic. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail les activités que vous menez et aussi nous parler de votre expérience au programme Emerging Mediterranean? Pourquoi avoir fait le choix finalement de rejoindre un programme d'accompagnement et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, bonjour tout le monde, ou bonsoir, on va dire. Je suis Mama Diagana, cofondatrice de Neotic. Neotic est une très très jeune entreprise qui date d'un an et quelques. Elle a été confondée avec Mohamed Lemine Attié en Mauritanie. Et ensemble, nous proposons aux entrepreneurs, PME, ONG de avoir une présence en ligne et de booster leur activité. En même temps, nous avons décidé de mettre en place une marketplace, un espace multivendeur avec option location de boutiques en ligne pour les commerçants mauritaniens. Et en parallèle, nous proposons un accompagnement personnalisé pour élaborer une stratégie de vente efficiente grâce à l'utilisation du marketing digital et prédictif avec l'exploitation des données de nos jours. Tout le monde sait à quel point la data, c'est le nouvel or.
Et tout d'abord, nous avons décidé de postuler parce que c'est un projet qu'on a voulu confronter à une compétition telle que Emerging Valley pour en renforcer sa faisabilité, mais aussi asseoir sa pertinence dans l'environnement local, donc en Mauritanie, mais aussi également parce que Emerging Valley, c'est un projet riche, complet, qui allie accompagnement pédagogique, soutien financier, visibilité et connexion avec des structures pérennes dans l'accompagnement de projets innovants tels que le nôtre en Afrique. Et nos attentes étaient plus que satisfaites. On a eu la chance, après cette compétition, de participer au SIBC, donc Social and Inclusive Business Camp. Donc on était là depuis le 9 décembre et ça s'est clôturé avant-hier, on va dire. Et c'était une expérience riche avec... c'est un programme d'excellence avec des experts de référence qui ont su nous accompagner, nous outiller pour notre passage à l'échelle et à l'étape suivante. Je vous remercie. Merci beaucoup Mama, on reviendra justement au terme de passage à l'échelle plus tard. Donc on salue d'ailleurs toutes les startups du SIBC qui sont toutes aujourd'hui présentes à Marseille. On va passer à présent à un autre programme, le programme Saphir, et donc je me tourne vers vous Ibtissem. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter les activités de la BES et puis dans un second temps nous dire comment aujourd'hui vos projets sont accompagnés par le programme Saphir. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite remercier le comité d'organisation d'Emerging Valley, ainsi que nos partenaires Institut français de nous permettre d'être là aujourd'hui, cette opportunité de parler du programme Saphir. Je suis Ibtissem Kerjani, je représente aujourd'hui notre organisme, le LABES. Fondé en 2012, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire accompagne le mouvement associatif en Tunisie, ainsi que l'entrepreneuriat social pour un développement social et inclusif, un développement plus social et solidaire. On accompagne donc l'entrepreneuriat social, on accompagne les acteurs qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire. Le LABES mène des programmes d'accompagnement, des actions de sensibilisation, mais également met à disposition des acteurs qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire des prêts d'honneur, des fonds d'amorçage, pour leur permettre justement un changement d'échelle et concrétiser l'impact souhaité via leur initiative à impact. Alors, dans le cadre du programme Saphir, je vais peut-être présenter un petit peu le programme Saphir, un petit rappel. Il a été déjà évoqué lors de différents panels. Le programme Saphir il est mis en œuvre par un consortium de 6 partenaires, dont l'Institut français qui est chef de file. À ses côtés, donc, il y a le LABES, Pitchworthy Bloom, représenté aujourd'hui par notre partenaire, Carole. Également, l'agence française, l'agence universitaire de la francophonie, Agence française développement média CFI et la ANND. Et c'est un programme qui est soutenu par l'Union européenne et qui a pour objectif d'accompagner la jeunesse en Afrique du Nord et Moyen-Orient. 9 pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui sont accompagnés. Il s'agit de jeunes et il s'agit de structures intermédiaires. Je laisserai tout à l'heure peut-être Carole compléter sur ce qu'est le programme Saphir plus précisément et ce que propose ce réseau. Je reviens à la seconde question qui est comment on accompagne ces jeunes dans le cadre du programme Saphir. Donc, comme je disais, c'est un réseau d'acteurs, c'est tout un écosystème qui est mis en place à travers ce programme Saphir. Il s'agit d'un réseau d'universités, d'un réseau d'incubateurs et d'organisations de la société civile. Et pour parler plus précisément des jeunes qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire, il y a un dispositif d'accompagnement qui est mis en place par ces structures intermédiaires. Il s'agit d'ateliers de sensibilisation qui sont au profit des jeunes qui souhaitent en savoir plus sur le sujet, sur la question, sur l'entrepreneuriat social. Il s'agit également par la suite d'un programme d'accompagnement sous la forme d'un programme d'incubation. On en est à la moitié actuellement, un programme d'incubation sur une durée de 6 mois et suivi d'un programme d'accélération. Un programme d'accélération sur une durée d'1 année qui permet à environ 45 porteurs de projets de pouvoir accéder à du financement jusqu'à 25 000 euros par projet, ce qui est une réelle opportunité pour cette jeunesse qui souhaite réaliser, concrétiser leurs initiatives. Merci.
Merci beaucoup, Ibtissem. 45 projets par an, 25 000 euros, c'est impressionnant. Donc, vous nous avez expliqué juste avant, Carole, travailler vraiment en duo avec Ibtissem. Donc, je me tourne à présent vers vous. Est-ce que donc, vous pouvez nous présenter ce que vous faites exactement avec Peak Trophy et puis, de la même manière, nous parler plus précisément, comme le disait Ibtissem, du programme Saphir. Merci Julie. Bonsoir à tous. Avant tout, je voudrais remercier Emerging Valley de nous permettre de venir dans cette belle ville qui est Marseille, que j'ai découvert avec grand plaisir. Aussi, je voudrais remercier tous les partenaires du projet Saphir, l'Institut français, pour nous avoir permis de participer aussi à cet énorme projet. Je voudrais présenter aussi, je m'appelle Carole Awad et je suis avec Bloom. Laissez-moi un peu vous dire c'est quoi Bloom. Bloom, c'est au désert, dans le désert, il n'y a rien, et puis soudain, il y a une pluie, et le lendemain, c'est une floraison extraordinaire. Parce qu'à Patchwork, si Bloom, on croit vraiment que le potentiel humain est là et que le changement positif peut exister et peut arriver. Bloom est une structure qui gère des programmes d'accélération basés sur 2 éléments essentiels. Le développement personnel qui est en lien très étroit avec le développement professionnel. Ce qu'on appelle le well-doing et le well-being. Bloom est aussi une application, une plateforme qui sert à gérer et à accélérer des programmes de façon la plus optimisée et aussi la plus facile. Cette application a 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est la gestion du projet, des tâches. Ça, c'est classique. Le second axe, c'est celui de la capacité, la montée en compétences, où il y a une série de tests qui vont vous mener à une série de formations proposées. Et finalement, sur la même plateforme, nous offrons aussi un espace de communauté où on peut échanger. Donc, c'est un tout petit peu créer l'écosystème de l'accélération dans un même endroit. Nous gérons aussi des programmes avec des experts de haut niveau et nous avons bâti depuis 2012 une très grande expérience et une très grande communauté. Pour revenir au projet Saphir, le projet Saphir est un projet de très grande ampleur. C'est un projet qui regroupe 21 organisations de la société civile, 18 universités, 7 incubateurs, et qui touche 1000 jeunes, dont 90 projets incubés et 45 projets à accélérer. La particularité de ce projet, c'est pas seulement qu'il se passe dans une région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui généralement échangent peu. Entre le Machrek et le Maghreb, généralement, on n'échange pas trop. Donc, ça, c'est déjà une première particularité. Mais l'autre particularité, c'est que c'est un projet multidimensionnel, où les dimensions ne sont pas juxtaposées, mais plutôt superposées. C'est-à-dire, parfois, les bénéficiaires vont devenir des acteurs des changements. Ainsi, tous les échanges et tous les montées en compétences deviennent en cascade. C'est-à-dire, nous accompagnons des structures qui, elles, vont accompagner des jeunes qui, eux, vont monter leur projet. Donc, c'est vraiment un projet extrêmement ambitieux et extrêmement aussi intéressant. Merci, Julie. Merci beaucoup, Carole. Vous avez toutes beaucoup parlé d'accompagnement. J'aimerais qu'on revienne sur comment se fait cet accompagnement, comment il se fait bien, surtout. On a vu ces dernières années la montée en puissance d'énormément de programmes d'accompagnement dans la région, parfois au détriment de la qualité, parfois au contraire pour des programmes très qualitatifs. J'aimerais qu'on prenne votre avis finalement sur les bonnes pratiques. Pour revenir vers vous, Ibtissem, quels sont les ingrédients d'un programme de qualité selon vous sur la région Méditerranée? Merci Julie pour la question. C'est très intéressant ce que vous dites. Pour pouvoir proposer un programme d'accompagnement qui soit le plus pertinent possible, il faut qu'on pense tous ensemble. Il faut réfléchir à la complémentarité, à la co-construction, à l'implication des différentes parties prenantes. Il n'est pas très utile de démultiplier les initiatives, qu'il y ait de la redondance sans forcément connecter les différentes énergies qui sont
qui sont existantes dans l'écosystème. Donc, il faut mettre l'accent sur ça, sur l'importance de la complémentarité entre les acteurs de l'écosystème et les initiatives qui sont mises en place et de ne pas tomber dans cette redondance qui, finalement, va injecter beaucoup de fonds, beaucoup de ressources pour avoir un impact moins important qu'avec une implication de tous. Également, prendre en compte les besoins réels des partenaires, je dirais, pour ne pas dire des partenaires. Et pourquoi ? Pour être dans l'adaptation, la rapidité de l'adaptation des programmes. Et on peut voir ça suite à la pandémie, à la crise Covid, quand on s'est tous retrouvés derrière nos écrans. Il fallait très vite trouver des solutions et adapter nos programmes d'accompagnement. Ceux qui ont été le plus touchés, c'est ceux qui ont résisté pendant plusieurs mois à vouloir attendre le déconfinement, alors qu'il fallait très vite passer au digital. C'est la rapidité de l'adaptation. Et j'ajouterai un autre point qui sera aussi discuté par la suite dans la prochaine séquence, c'est le financement. C'est aussi repenser le financement et l'appui financier proposé aux différents entrepreneurs, organisations de la société civile, etc. C'est de responsabiliser le plus ces bénéficiaires de fonds à l'utilisation, quant à la bonne utilisation de ces fonds, de ces subventions, et repenser aussi le format de l'appui financier. C'est de réfléchir à des prêts d'honneur. Également, les accompagner dans l'utilisation de ces subventions pour avoir un meilleur impact et atteindre de meilleurs résultats. Donc, c'est travailler en complémentarité tous ensemble, repenser le financement, qui soit un financement plus réfléchi, plus responsable pour un meilleur impact, et la rapidité de l'adaptation. Merci Julie. Merci beaucoup Ibtissem. Je vous pose la même question Carole. Ibtissem a déjà dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a certaines qui vous attirent particulièrement l'attention et est-ce que vous voudriez peut-être rajouter quelques points ? Oui, bien sûr. Merci Julie. Pour ajouter à ce qu'a dit Ibtissem, d'après notre expérience, on se rend compte qu'un élément très important et qui est sous-utilisé et sous-évalué, c'est la force du networking et des relations. Aujourd'hui, avec Saphir, nous avons créé non seulement un réseau, mais nous avons créé un écosystème. Il y a deux façons de créer des liens et de faire du networking. Il y a les façons qui sont forcées, c'est-à-dire quand on met des jeunes dans un événement, ce qui ne génère pas très souvent de résultats parce que on sait que tout ce qui est forcé n'est pas naturel puisqu'il n'y a pas des connexions naturelles qui se créent. Par contre, si on met à disponibilité un réseau, et si ce réseau est animé de façon continue, avec des événements, avec des éléments, avec des échanges, les connexions vont se faire naturellement parce que ce sont les intérêts qui vont émerger. Et je pense que ce qui manque le plus aux jeunes et le plus aux jeunes de nos régions, c'est vraiment la possibilité de networker, d'établir des connexions de valeur et d'importance. Merci beaucoup. On a parlé tout à l'heure du passage à l'échelle, donc j'aimerais revenir, puisque pour moi c'est très lié, l'accompagnement, un bon accompagnement de qualité, c'est le passage à l'échelle in fine pour les startups. Mama, vous en avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement le passage à l'échelle et comment on relève le défi de ce passage à l'échelle ? Le passage à l'échelle pour moi, c'est passer d'une idée, cette idée, arriver à concrétiser cette idée, donc d'un projet, se rendre compte que tout n'est pas si simple. C'est un chemin qui est rempli d'embûches et arriver à surpasser cela grâce à la rencontre avec des acteurs clés tels que des investisseurs, des experts dans leur domaine, mais même des échanges très riches avec des personnes comme nous, entrepreneurs, qui ont su développer des idées, les concrétiser et rencontrer des difficultés et nous conseiller pour gagner du temps à l'avance. Et donc, pour moi, le passage à l'échelle, c'est arriver à être, en tant que Néotique, leader dans notre pays, dans ce qu'on fait, et avoir un fort impact positif au niveau social et environnemental. Merci beaucoup, Mama. Même question pour toi, Wafa. Beaucoup de choses ont été dites déjà.
Je sais qu'avec Connectinov, vous accompagnez beaucoup d'entreprises dans leur internationalisation. Vous faites le pont entre rive nord, rive sud. Comment, selon toi, relever le défi du passage à l'échelle? Déjà, je suis contente de partager la vision de mes camarades ici parce que je crois fort dans ce qui a été dit. Et par rapport à ce que ça vient d'être dit pour le passage à l'échelle, au fait, il y a un constat réel par rapport aux pays africains en général. Et je vais parler de la Tunisie plus spécifiquement, en tout cas, parce que c'est un écosystème qu'on maîtrise bien. Donc, la préparation. En fait, c'est généralement les gens, s'ils sont les porteurs de projets, les start-upers, s'ils ne sont pas accompagnés dès le départ dans une vision d'internationalisation et s'ils réfléchissent local pendant un bon bout de temps, ils vont pas être prêts après pour le passage à l'international parce qu'ils vont se retrouver à repenser leur projet, le réadapter dans certains cas, en tout cas dans le domaine de la health tech spécifiquement, la certification. Il y a beaucoup de choses à respecter au niveau international, la propriété intellectuelle, etc. Donc moi, je pense que dans un premier temps, il faut bien accompagner les projets et leur expliquer que dès le départ, il faut se positionner. Si on cible par exemple le marché africain, donc l'internationalisation peut être d'un pays africain vers un autre, ou la région MENA, ou l'Europe, ou un peu partout dans le monde, c'est de prendre en considération toutes les normes, toutes les spécificités, les clients aussi, qu'est-ce qu'ils aiment pas, donc comprendre vraiment le marché et être bien accompagné et aussi donc bien entouré. Le networking ici joue un rôle super important. Des experts qui viennent généralement de l'international dans le cas des pays africains, de l'Europe ou de Nord-Amérique et qui donnent un avis, une vision externe et qui renforce du coup ce qui se fait localement. Après, je suis tout à fait d'accord de harmoniser les efforts parce que d'où le nom de Connect Innov, c'est on connecte, on essaye on fait de notre mieux. Et ça, c'est une force. En Afrique, de plus en plus, il y a des choses qui se font avec l'Europe, avec les efforts de l'Union européenne pour soutenir les projets, pour les connecter entre les deux rives. Et c'est en fait accompagnement, financement, préparation dès le départ, ciblage. Donc, d'où les verticales de plus en plus. Donc, les structures d'accompagnement, nous, c'est la health tech, biotech, medtech, e-santé. Donc, c'est se spécialiser, c'est aussi maîtriser quelque part. Et beaucoup de startups dans l'écosystème, des fois, sont perdus. Ils ne savent pas qu'il y a un séquençage super important dans le cycle de vie d'un projet. Il y a la pré-incubation, il y a l'incubation, et la pré-accélération, et il y a l'accélération. Et sauter des étapes, c'est pas gagner du temps. Généralement, on cherche des fois, on rencontre des startupers qui cherchent des millions, alors qu'ils sont au stade de POC, même pas de prototype. Et ils pensent bien faire pour gagner du temps. Donc, et ils grillent, entre guillemets, donc, un ticket important avec un investisseur, alors que s'ils prenaient 6 mois de temps et se préparer, donc s'ouvrir sur l'international, c'est se préparer dès le départ, être bien outillé, bien conseillé et prendre les choses dans le bon ordre avec le bon networking et les bons mentors. Donc, Merci beaucoup, Wafa. Merci à toutes. On a fait vraiment un tour qui était rapide, mais presque exhaustif du sujet, même si je pense qu'on peut difficilement l'être. Vous avez toutes parlé de networking, d'écosystème, de partage, de dialoguer aussi plus entre les différents pays qui sont voisins. Travailler ensemble, échange avec les pairs aussi. J'ai beaucoup apprécié cette remarque de Mama. Également, nous a dit donc Wafa comprendre le marché, harmoniser les efforts, voilà, et puis prendre son temps pour ne pas griller les étapes. Donc j'espère que les startups qui nous écoutent retiendront ces conseils. Merci beaucoup pour nous avoir présenté toutes ces choses sur le programme Saphir. On a beaucoup appris. Je pense que c'est un programme iconique. S'il dure depuis 2012, c'est qu'il répond à un besoin certain sur le terrain. Merci également donc à Connectinov de venir nous parler de ses travaux en Tunisie, mais aussi ici, entre Marseille et la Tunisie. Et puis merci à Mama de représenter le programme Emerging Mediterranean et pour tout ce qu'elle fait en Mauritanie. Merci à toutes.
me dit que le panel a été lancé. Voilà, nous sommes de retour. Merci d'avoir attendu. Donc pour la suite de ce panel sur l'accompagnement et le financement des startups en Méditerranée, on passe donc à la partie financement, le nerf de la guerre. Et j'ai l'honneur d'accueillir donc deux panélistes qui sont experts du sujet. On a Monsieur Nouman Ferry, qui est CEO de Our Digital Future et ex-ministre de l'économie numérique de Tunisie, et également Maël Mbaye, qui est responsable régional Afrique du Nord de BPI France. Bonjour à tous les deux. Je commence directement dans le vif du sujet avec vous, Nouman. Au lendemain de la crise sanitaire, comment se porte l'écosystème méditerranéen et quelles sont les tendances du côté investisseur? Merci beaucoup. En fait, c'était le changement de mindset qui s'est établi après le Covid était bénéfique pour les startups, pour certaines des startups, pour que les grands groupes commencent à changer leur manière de faire, ce qui a créé une opportunité pour les startups. Donc, le domaine des startups est beaucoup plus vibrant. Par contre, on a toujours la même problématique du financement, parce qu'une start-up, pour être financée, elle a besoin d'abord de 10 000 euros pour tester un prototype, après 100 000 euros pour faire un truc qui est présentable et vendable à la limite, après 1 million d'euros, 10 millions d'euros, etc. Et autant qu'en Afrique subsaharienne, la tranche 100 000 euros commence à exister grâce à des fonds de pre-seeds ou des réseaux de business angels, autant dans le Maghreb, ça n'existe pas assez. Pourquoi ça n'existe pas assez? Parce qu'on a 4 pays. Dans chaque pays, il n'y a pas de masse critique suffisamment par pays. C'est pour ça que nous, ce qu'on a fait, on a décidé de créer un réseau de business angels qui couvre les 4 pays. Parce que si vous pensez à l'Afrique du Nord, elle a deux parties. L'Égypte, 100 millions de personnes, et c'est vibrant et ça marche. Et le Maghreb. Le Maghreb, c'est 5 petits pays, mais il n'y a pas assez le financement n'est pas fluide. Donc, pour accélérer ça, nous avons créé le Maghreb Diaspora Business Angel Network. On n'a pas fait beaucoup de pubs dessus. On a testé le concept sur toute l'année dernière, sur toute cette année, et ça a l'air de bien marcher. On est 33 business angels résidents en Europe qui cherchent à investir dans des startups qui viennent de l'Afrique du Nord, telles que fait ConnectInnov, etc. Et donc, on a fait notre première cohorte, on a testé, et on a trouvé que, 1, on répond à un besoin, 2, que nos business angels qui sont en Europe, la diaspora, elle répond à 3 besoins. 1, le besoin le petit coup de financement. 2, l'accès à l'expertise. Et 3, l'accès à l'expertise parce qu'ils investissent dans des domaines qu'ils connaissent. Et 3, l'accès à un marché parce qu'ils peuvent les prendre dans le marché. Et ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que cette expérience va continuer et va donner des résultats d'investissement concrets. Merci beaucoup, Monsieur Ferry. Je me tourne à présent vers vous, Maël. On en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'études. Nous-mêmes, Emerging Valley, on a fait une étude pour l'Union européenne qui le dit également. Le problème aujourd'hui, c'est surtout l'amorçage et les séries A. On sait que c'est là que se situe le gap. Comment combler la brèche aujourd'hui au Maghreb et en Afrique du Nord? Merci Julie pour cette question. Je pense que Nouman a mis le point sur le nerf de la guerre, qui est cette nécessité aujourd'hui de pouvoir financer les startups en amorçage, comme vous le mentionnez, avec un funding gap en Afrique de manière globale qui est quand même très important. Empiriquement, grosso modo, aujourd'hui, on peut dire que pour une startup qui souhaite lever en Afrique, il faut 2 fois plus de temps que si elle souhaiterait lever en Europe. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que ce laps de temps explose lorsque l'on est sur de la pré-seed ou du seed. Je pense que cette brèche-là peut être tout d'abord comblée par un cadre réglementaire aujourd'hui qui permettrait de pouvoir faciliter
l'arrivée d'investisseurs étrangers, mais également les stratégies d'investissement en seed. Et on le voit malgré les initiatives nombreuses. Hein, je pense à la Tunisie avec le Startup Act qui a été mis en place. Aujourd'hui, il y a encore, sur des questions de contrôle de change, etc., des difficultés pour les startups de pouvoir lever en amorçage, ce qui les pousse aussi à devoir délocaliser leur HQ au final dans d'autres pays avec des cadres réglementaires plus simplifiés, plus fluides, pour pouvoir investir. L'autre point, c'est également, je pense, la pédagogie à apporter aujourd'hui au sein de ces différents écosystèmes auprès de Business Angels. Et donc l'initiative que Nouman mentionnait, je pense, c'est une très belle initiative pour également sensibiliser à la nécessité et à l'intérêt de pouvoir aujourd'hui accompagner de jeunes entreprises à l'investissement, notamment en pré-seed, puisque si aujourd'hui ce laps de temps est important, c'est parce que je pense qu'il y a aussi un manque de business angels sur la place pour pouvoir accompagner ces startups. Donc clairement, en termes d'equity, il y a cette première brèche qui peut être éventuellement comblée de par ces points. Il y a également la question de l'accès à la dette et au financement. Et là-dessus, on le sait très bien lorsqu'on échange avec les startups, qu'aujourd'hui, les banques sont encore assez réticentes à prendre un risque et qu'elles proposent des financements qui, en termes de garantie notamment, ne sont pas forcément réalisables pour des startups. Et je pense que là aussi, il y aurait un intérêt à voir dans quelle mesure on pourrait peut-être substituer cette approche de garantie lorsqu'on octroie un financement par une approche aussi d'analyse en fait, des flux de trésorerie. Parce qu'on a quand même des startups qui sont amenées à pouvoir rapidement déployer sur le marché des solutions en Tunisie, au Maroc, mais très vite en fait à l'international, sans forcément avoir les garanties que l'on peut nous exiger sur un modèle plus occidental quand on regarde les demandes de financement côté bancaire, mais générer du chiffre. Et donc là-dessus, ça peut aussi être une solution. Merci beaucoup. Maëlle a parlé de Startup Act. On sait que Nouman, vous avez beaucoup œuvré pour le Startup Act tunisien quand vous étiez aux fonctions. Vous avez parlé d'Égypte aussi. Donc l'Égypte et la Tunisie font finalement figure de modèle. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut retenir finalement en termes de financement de ces deux pays ? Je ne dirais pas que la Tunisie fait bon modèle. Je vais être très critique parce que sinon, on ne corrigerait pas ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai frein, je suis maghrébin d'origine tunisienne maintenant, je m'occupe du Maghreb parce que je crois profondément à cette masse critique parce qu'on a 100 millions de personnes, on peut avoir un marché à 100 millions de personnes, on ne peut pas avoir un marché à 10 millions de personnes ou 30 millions de personnes, surtout quand le pouvoir d'achat n'est pas énorme. Donc il faut absolument travailler sur le Maghreb. Et sur le Maghreb, on commence à avoir d'excellentes pratiques dans la partie incubation, accompagnement, etc. On a vu les exemples tout à l'heure, Connectinov et d'autres, qui sont en train de faire d'excellents boulots. Par contre, sur la partie, à cause de la réglementation de change dans les trois pays essentiellement, Tunisie, Algérie, Maroc, on n'arrive pas à craquer cette loupe infernale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les startups qui ont réussi à avoir un investissement, ils ont été obligés d'avoir une holding à l'international, etc. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Je ne vais pas discuter sur ce point, mais c'est une nécessité pour qu'une start-up tunisienne, algérienne ou marocaine lève des fonds plus que le seed fund, il faut qu'elle soit délocalisée. C'est un fait. Nous ramenons une pierre à l'édifice pour résoudre ce problème. D'ailleurs, nous sommes MDBAN et enregistrés ici à Marseille. Pour des raisons de facilité, pour aussi que les startups dans lesquelles on investit, on peut aussi les emmener dans d'autres marchés. Je ne fais pas partie des gens de dire qu'il faut garder les startups dans leur pays. Non, bien au contraire, il faut qu'elles testent dans leur pays, mais il faut qu'elles s'exportent. Et s'exporter en Europe ou en Middle East ou aux États-Unis, là où il y a les plus gros marchés, ou en Afrique, et le rôle d'abord du business angel dans la tranche 10 000 euros à 100 000 euros, mais après du seed de 100 000 euros à 1 million, et après des VC
après. C'est naissant. J'espère que d'ici 3 mois, on verra et c'est du concret, hein, on est en train de faire du concret. On a 10 business angels qui sont en deep negotiation avec 8 startups d'origine maghrébine. C'est du concret. J'espère que d'ici mars, on finalisera. Et d'ici l'année prochaine, quand on sera ici, on aura la cohorte 2, la cohorte 3, etc., avec beaucoup plus de business angels. Et on compte sur Emerging Valley pour attirer ces business angels qui ne savent pas qu'ils peuvent être business angels parce que c'est tellement satisfaisant et it's impactful quand on met un peu d'argent et un peu de temps et un peu d'expertise et on voit la différence qu'on ramène à ces sociétés. Personnellement, parmi les 14 startups dans lesquelles j'ai investi, il y en a 6 qu'elles sont mortes. Elles sont mortes, mais je suis extrêmement content de 4, dont une est en train de lever une série de série A. Mais ça a pris 5 ans. Alors, ce que disait Maël tout à l'heure, si on était, même en Afrique subsaharienne, hein, on aurait mis 2 ans et demi. Si on est en Europe, on mettrait 1 an et demi. Et le rôle de ce maillon de Business Angel, de MDBAN, Maghreb Diaspora Business Angel Network, c'est aussi d'accélérer ce temps-là. Merci beaucoup, Nouman. Il nous reste malheureusement plus que 3 petites minutes pour conclure. Maël, donc le mot de la fin. De même, une question régionale. Si on regarde Maroc, Algérie, Tunisie, en termes de VC, on est à la 8e, 11e, 17e place, avec 11 millions de dollars levés contre, par exemple, 269 millions pour le voisin égyptien. Comment, finalement, on accélère la cadence dans ces pays ? Alors, je pense qu'en 3 minutes, ça sera très difficile d'y répondre. Non, mais je pense que déjà, quand on regarde le contexte macro, il est indéniable qu'aujourd'hui, la région a quand même pris un grand coup avec la crise. Néanmoins, lorsqu'on regarde le dernier rapport de Partech, on voit que le montant de levée a diminué assez drastiquement, mais pour autant, le nombre de deals a augmenté. Et ce qui est intéressant, c'est au final l'approche aujourd'hui que les VC ont par rapport à cette région, avec notamment l'intérêt de s'impliquer dans plus qu'un deal. Et d'ailleurs, Partech le souligne, depuis 2019, le nombre de fonds sur la place a fait à peu près x5. Donc, il y a une dynamique qui est en train de s'instaurer et de se lancer. Je pense que vraiment le cadre réglementaire de nouveau va déjà permettre de pouvoir faciliter énormément les choses si on arrive maintenant à aller sur les prochaines étapes. Et le Startup Act inspire aussi d'autres pays. On a pu le voir ce matin, même à Côte d'Ivoire, etc. Maintenant, il faudrait peut-être un Startup Act 2.0 pour pouvoir faire en sorte que maintenant l'investissement et le pont de cash puissent être accessibles pour les startups. Et je pense qu'il y a aussi, on a vu avec cette crise, de nouveaux secteurs se sont révélés dans la santé, dans le e-commerce, etc. Et je pense que maintenant, il va aussi y avoir un enjeu de réussir à convertir cette réussite court terme que ces startups ont pu développer. Et pour cela, déjà, réussir peut-être à formaliser l'informel, qui est quand même une part de marché importante pour certaines startups, mais également voir dans quelle mesure toutes les politiques de PPP et d'ouverture des marchés publics peuvent aussi permettre à ces startups d'acquérir de nouvelles parts de marché dans leur pays et aussi initier une stratégie à l'export. Et je pense que si déjà on a ces quelques éléments-là comblés à du financement et puis à l'ensemble des structures d'accompagnement qu'on a pu voir aujourd'hui, déjà, je pense que d'ici les prochaines années, les tendances en termes d'investissement seront beaucoup plus prometteuses. Merci beaucoup Maël. Nouman, en un mot, on a parlé de cadre réglementaire, on a parlé de faire venir les investisseurs, on a parlé de Business Angels. Donc Business Angels, le MDBAN, c'est pour quand ? Le MDBAN a été déjà lancé et donc on est à notre première cohorte et on est on va commencer à faire de la pub à partir du début de l'année prochaine parce qu'on a testé le modèle. Mon mot de la fin est que si vous regardez le Maghreb en tant que Maghreb quantité, il est plus attirant aux investisseurs que chacun des pays. Vous avez dit que la Tunisie était numéro X, Algérie numéro Y, mais si vous les regardez ensemble, c'est un marché beaucoup plus attrayant aux investisseurs. Donc, il faut vraiment penser Maghreb et enlever dans le start-up
Donc le Maghreb des startups est un seul marché, n'est pas différents marchés. Yassir vient de lever 30 millions de dollars parce qu'il a commencé en Algérie, très vite il est allé au Maroc et en Algérie. Et il y en a d'autres, vous allez avoir des bonnes nouvelles dans les 2 semaines qui viennent, avant la fin de l'année, dont d'autres, parce qu'ils réfléchissent Maghreb et pas un pays unique. Merci Voilà, beaucoup, merci. Nouman. Pensez Maghreb, donc, et pas penser un seul pays. On retient ces mots encourageants, des bonnes nouvelles à venir. On attend la suite. Merci beaucoup, Maëlle. Merci beaucoup, Nouman. Merci à vous deux d'avoir participé à ce plateau.